Shalom à toutes et à tous, on est très content de retrouver Ariel Assaf. Dernier cours, tu as fait une escapade du côté de Paras, on a raconté Pourim. Et on reprend le cours de l'histoire de l'aviation. Deuxième épisode. Toda Ariel. Pour Midreshet Yoda Manitou. Bien, alors bonsoir tout le monde. Et on veut donc effectivement continuer l'histoire de l'armée de l'air. On a la deuxième partie. Je sais pas si on en fera une troisième ou quatre, ça dépend de vous, si vous avez la force de me suivre. Mais là, on veut parler de la suite. On avait parlé du début de l'armée de l'air, donc l'armée de l'air à l'époque du Palmar et l'armée de l'air en 48. Et là, on veut maintenant avancer vers les années 50 jusqu'à l'opération de Suez, en ivrite Mivtza Kadesh. Et donc, on va parler des belles années de la belle entente entre Israël et la France. Alors, je lance le diaporama. Voilà, donc on va parler de l'époque des années 50, on va parler des années où Israël va aller chercher ses avions en France. Alors, ce n'est pas ces avions que vous voyez sur l'image, là, c'est déjà des F-15 dernière génération au-dessus du mont du Temple à Jérusalem. On revient encore un petit peu dans l'histoire quelques années en arrière. Alors, on va commencer par une chanson. La chanson s'appelle Shir Harishonim. Elle est chantée par la Lahaka du Chel Avir, par la chorale de l'armée de l'air. Et ça s'appelle Shir Harishonim, la chanson des premiers. Et si vous regardez les paroles qui sont à droite, Zeshir al-Chaburat Anashim Cholmanim, c'est une chanson sur des gens sur des rêveurs. Chez la Krug Rutaot ou Matosim Shanim qui ont pris des épaves et de vieux appareils. Em Chalmou le Tapes, le Marom, l'Akbia, ils ont rêvé de grimper, de monter toujours plus haut. Chalmou la Tzed, le Lichbosh Tarakia, ils ont rêvé de conquérir le firmament. Mishe Chalam Chalom, Mishe Nasham Chalom, Mishe Mrik Kvaraz Damerchakim, celui qui a rêvé un rêve, celui qui a respiré les rêves. Et je rappelle que Dor Herzl a fini son livre Alt Neuland, pays ancien, pays nouveau, en disant toutes les grandes actions des hommes commencent par un rêve et retournent au rêve. Alors il faut rêver grand, il faut rêver haut, et c'est ce qu'a fait le Chel Avir. On va écouter quelques notes de la chanson. זה שיר על חבורת אנשים חולמנים שלקחו גרוטאות ומטוסים ישנים שחלמו לטפס למרום להגביה חלמו לצאת לכבוש את הרקיע מי שחלם חלום מי שנשם חלום מי שהמריא פרס למרחקים On va arrêter là sur cette très belle photo de la patrouille de l'air et on commence, la patrouille acrobatique, et on commence notre histoire. Alors, on va faire le joint avec la dernière conférence. On avait fini notre dernière conférence sur la guerre d'indépendance. On avait commencé avec quelques Piper Cube, avec un club d'aviation du Palais de la Haganah, avec des petits avions en toile et en bois. On finit avec des bombardiers super forteresses, avec des Spitfire. Et le dernier combat, on en avait parlé, c'était un combat contre les Anglais. Et ce qui s'était passé, c'était sur la frontière du Sinaï entre Israël et l'Égypte. Il y a une patrouille anglaise parce que les Anglais ont très très peur qu'Israël n'envahisse le Sinaï, ne profite de ses victoires pour prendre le Sinaï et aller jusqu'au canal de Suez. Et donc les Anglais patrouillent le Sinaï, font des reconnaissances aériennes journalières le long de la côte sur tout Israël. Et ce dernier jour de la guerre, une patrouille anglaise arrive en vue d'une colonne israélienne, colonne de camions fumante, parce qu'ils viennent de subir un assaut des Spitfire égyptiens. Donc pour ces soldats israéliens qui sont à côté de leur camion, une partie en feu, qui ont été détruits par une attaque, un raid des Spitfire égyptiens, quand ils voient 4 Spitfire qui arrivent, pour eux c'est évident,
c'est la deuxième vague. Ils ouvrent le feu avec leurs mitrailleuses anti-aériennes et abattent un des Spitfire. Donc, De Gaulle, il n'est pas anglais, il n'est pas égyptien, il est anglais. C'était les Anglais qui font une patrouille, mais quand on fait une patrouille sur une zone de combat, on risque beaucoup, surtout qu'ils ont les mêmes avions que les Égyptiens. Arrive alors une patrouille de Spitfire israéliens, parce que tout le monde vole en Spitfire, les Égyptiens, les Anglais et maintenant même les Israéliens. Au début de la guerre, on avait des Messerschmitt, maintenant on a aussi des Spitfire. Et arrive Ezer Weizmann et son second. Et eux, de nouveau, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des camions israéliens en flammes. Ils voient au-dessus trois avions, trois Spitfire qui tournent, puisqu'un a été abattu. Et ils se disent, bon, c'est donc les avions égyptiens qui ont attaqué le convoi. Et eux aussi plongent sur les Anglais et abattent un deuxième Spitfire. Les Anglais, ne voyant pas retourner leur patrouille rentrer, ayant perdu le contrôle radio, envoient une seconde patrouille pour aller chercher où est la première patrouille. Cette seconde vague comporte une dizaine d'avions. Ezer Weizmann appelle à la rescousse, arrive encore une autre escadrille de Spitfire. C'est la mêlée totale. Et quand ils comprennent que c'est la mêlée totale, ils abattent un avion Tempest, un bombardier anglais, et ils quittent les lieux. Mais les Anglais continuent encore à ne plus comprendre qui est l'ennemi, qui est l'ami. Et Ezer Weizmann entend dans les écouteurs, ne tirez pas, c'est un ami, ne tirez pas sur moi. Enfin, c'est le foutoir complet parmi les Anglais. Et nos avions rentrent à la base. Après avoir abattu 3 Spitfire, il y en a encore 2 qui seront abattus un peu après. Et ce qui va se passer, c'est que nos aviateurs vont envoyer un télégramme aux aviateurs anglais en leur disant on s'excuse, on n'a pas compris que vous étiez anglais, on vous croyait hostile, on vous croyait égyptien, mais quand on se promène sur une zone de combat, on prend des risques. Et je vais vous mettre ce petit extrait d'une série qui s'appelle Hakabarmit. C'est quelqu'un qui fait des postes sur l'armée de l'air, pas seulement d'Israël, sur les avions russes, les avions américains, les avions du monde entier, sur les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les bombardiers atomiques. Et il a un de ses clips, et justement sur ce combat contre les Anglais à la fin de la guerre d'indépendance, j'en ai pris une minute. טייסת 101 שלחה הודעה לטייסת הבריטית. מצטערים על אתמול, אך הייתם בצידה הלא נכון של הגדר. בואו אלינו ושתו איתנו מתישהו, תראו כאן הרבה פרצופים מוכרים. והמסר היה מדויק. הבריטים באמת חצו גבול לתוך אזור קרב, וטייס אנגלי שנפל בשבי צה"ל הודה בכך. כשאתה נכנס עם מטוסי קרב לשטח קרב ללא תאום, ברור שיחשבו שאתה עוין. וגם עניין הפרצופים היה מדויק. בחיל האוויר הישראלי שירתו מתנדבים מחבר הלאומים הבריטי שהתאמנו שנים עם חיל האוויר המלכותי. Bien. Donc, ce qu'il dit, c'est que la base aérienne israélienne envoie un télégramme à leurs collègues anglais en disant on s'excuse pour hier, mais on ne vous a pas identifié. Et quand on traverse la frontière, on prend des risques. Et d'ailleurs, un des pilotes de la RAF qui a été fait prisonnier avoue qu'ils avaient traversé la frontière. Et les Israéliens leur disent venez à l'occasion, venez prendre un pot au mess des officiers chez nous et vous rencontrerez beaucoup de visages que vous connaissez effectivement, puisqu'ils étaient tous du même côté dans les messes de la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est la dernière bataille de la guerre d'indépendance. Juste après, on avait parlé que les aviateurs de cette guerre d'indépendance sont en fait des volontaires des vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui se sont portés volontaires pour aider Israël dans sa guerre d'indépendance. C'est ce qu'on appelait le Mahal, Mitnadve Chutz Laaretz, les volontaires de l'étranger qui sont venus et qui ont beaucoup aidé, puisque la Haganah, le Palmach, le Hetzel, le Lechi savaient manier la mitraillette, la grenade, mais pas des avions, pas des tanks, pas des canons. Il fallait donc les vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui viennent enseigner, qui viennent d'abord utiliser les armes qu'on avait achetées et enseigner aux nouveaux venus comment s'en servir. Mais la guerre est finie et la plupart de ces gens du Mahal retournent dans leur pays d'origine, ne restent pas en Israël. Et donc, on a un gros problème, c'est qu'on a une armée de l'air, mais tout à coup, on n'a plus de pilotes, puisque la plupart des pilotes quittent le pays d'Israël. Il va maintenant falloir former des Israéliens au métier du pilotage. Et donc, après la guerre d'indépendance, on ouvre des cours de pilotage. Il faut absolument former une nouvelle génération de pilotes. Alors, l'avion le plus important qu'on a à l'époque, c'est un bimoteur anglais, le Mosquito, qui sert surtout aux missions de reconnaissance, aux missions de bombardement. Il est à longue portée.
Mais ce qui est important de comprendre, c'est que toute notre aviation de 1949 est une aviation d'avions à réaction, pardon, d'avions à hélice, alors que le monde est en train de passer déjà aux avions à réaction. Déjà à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait les météores anglais et les Messerschmitt allemands qui étaient à réaction. Et là, nous, on est encore coincés à l'ère de l'avion à hélice. Et Dan Tucholsky, qui est le commandant en chef de l'armée de l'air, le général qui commande l'armée de l'air, dit il faut maintenant qu'on passe la phase suivante, qu'on modernise notre aviation et qu'on passe aux avions à réaction. Alors, j'ai parlé beaucoup des aviateurs dans la première partie de l'armée de l'air. Je voulais aussi parler des personnels au sol, parce qu'il n'y a pas que des aviateurs, il y a aussi tous les mécaniciens, tous les gens qui s'occupent de l'armement, les armuriers qui s'occupent d'armer les avions. Et il y a aussi les contrôleurs aériens, et il y a aussi les infirmiers. Et je voulais consacrer quelques mots à une infirmière qui était incroyable. J'ai eu la grande chance de la rencontrer. Elle a une fois donné une conférence à Dolev, le village où j'habite. C'est une femme incroyable. Elle est née à Sofia, en Yougoslavie. Elle s'est cachée dans les montagnes avec les partisans pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque sa famille a été déportée et en partie massacrée par les nazis. Après la guerre, elle vient en Israël et elle s'engage dans l'armée de l'air comme infirmière. Alors, vous la voyez à gauche en uniforme de l'armée de l'air. Vous la voyez en bas en battle dress. Il y a 20 ans entre les deux photos, enfin, il y a 12 ans entre les deux photos. La photo de gauche, c'est son service militaire. La photo de droite, c'est son service bénévole pendant la guerre des 6 jours. Et ce qui est spécial avec cette femme qui s'appelle Esther Arditi, c'est que c'est la première femme qui a été décorée de l'ordre de la valeur pour sa conduite au feu. Alors, on ne peut pas parler d'infirmier sans écouter quelques notes de la chanson de Yoram Gaon. Yoram Gaon a écrit une chanson sur le dévouement des infirmiers de combat qui ont souvent donné leur vie pour sauver les soldats de Yoram Gaon, qui raconte l'histoire d'un soldat qui crie Patsua, je suis blessé parce qu'il a sauté sur une mine, et l'infirmier lui répond je suis à tes côtés, et finalement ce qui va se passer c'est qu'il y aura un bombardement, et dans la chanson, ça raconte une histoire vraie, l'infirmier couvre le blessé de son corps et l'éclat de l'obus va frapper l'infirmier qui va mourir, mais le blessé sera sauvé. Alors, ce dévouement de ces infirmiers qui est raconté dans la chanson, c'est exactement l'histoire de cette jeune fille, Esther Arditi. Esther Arditi est infirmière sur la base de Hatzor et par une nuit d'orage, il y a un météore qui revient à la base, mais il est frappé par la foudre et il s'écrase dans les champs à côté de la piste, il rate la piste d'atterrissage de Hatzor. L'avion prend feu. Et bien sûr, quand ils ont vu cet avion qui revenait en feu, toutes les équipes de secours se sont précipitées vers la piste d'atterrissage. Bien sûr, sur une base aérienne, il y a des camions incendies pour éteindre le feu et les infirmiers pour sauver les pilotes. Et ils voient cet appareil en feu qui s'écrase à côté de la piste et les pompiers disent à tout le monde « Planquez-vous, l'avion va sauter ». Et alors, Esther Arditi dit, on ne peut pas laisser les pilotes rôtir comme ça. Elle prend sa trousse de secours, elle fonce vers l'avion et elle arrive avec beaucoup de mal à dégager le pilote. Le pilote faisait à peu près 2 fois sa taille et 2 fois son poids. Esther Arditi était une grande dame et une petite bonne femme. Et donc, elle sort le pilote Yaakov Shalmon et qui lui dit, il y a encore mon navigateur qui est encore coincé, elle le détache de ses sangles, il a perdu toute connaissance, elle le traîne en dehors de l'appareil, elle les couche dans un repli de terrain, elle se met à côté d'eux et l'avion explose. Et Esther Arditi raconte qu'elle entend les infirmiers et les pompiers dire bon, ils étaient de toute façon foutus dans leur avion, mais c'est dommage pour l'infirmière qui est partie avec eux. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les 3 ont été sauvés. Esther Arditi a réussi à sauver Yaakov Shalmon, qui sera à l'hôpital, mais qui récupère entièrement. Son navigateur, lui, mourra des suites de ses blessures, mais elle a sauvé les 2 et elle-même, aucun des 3 n'a été tué par l'explosion. Et elle sera décorée du Itour Hamofet pour avoir fait ce qu'elle a fait. D'ailleurs, quand elle arrivera chez Moshe Dayan, qui est dans l'image à droite, qui va lui remettre le diplôme, il n'a pas compris que c'était d'elle qu'il s'agissait. Et si vous regardez la photo qui est en haut à droite, celle que j'avais dit en 1967, Esther Arditi est à Jérusalem, elle est infirmière à l'hôpital Hadassah,
Et quand elle voit que les parachutistes arrivent à Jérusalem, elle confie ses enfants à la garde d'une voisine et elle reprend du service de façon volontaire. Elle va suivre les parachutistes à Givat HaTachmoshet, le plus grand combat de la ville de Jérusalem, et elle va les suivre pendant 2 jours. Et à tel point que elle est tellement efficace et tellement sauvée de vie de parachutistes que les parachutistes l'appellent Hamalach Belavan, l'ange blanc, c'est marqué à gauche sur le timbre à son effigie. D'ailleurs, il y a une rue à Enrogel qui porte son nom, Rehob Hamalach Belavan. Et quand les parachutistes font leur défilé de la victoire sur le mont du Temple, ils demandent où est le Malach Belavan, où est cette infirmière qui nous a sauvés. Elle n'était plus là pour la photo parce qu'elle était rentrée à la maison s'occuper de ses enfants. Et donc, elle a reçu ce surnom Malach Belavan. Et quand je l'ai rencontrée à la conférence qu'elle a fait au village de Dolev, quelqu'un lui a demandé est-ce que tu sais combien de blessés tu as sauvés parmi les parachutistes? Elle a dit j'ai compté les premiers, mais après 150, j'ai arrêté. Alors ça, c'est Esther Arditi. Et je mets un extrait d'une soirée qu'ils ont fait en 1998. La personne qui parle, c'est Yaakov Shalmon, c'était le pilote qu'elle a sauvé. Vous allez voir quand elle a sauvé, vous allez voir la différence de taille entre Yaakov Shalmon et Esther Arditi, qu'il a décroché, sorti, tiré en dehors de son avion et l'a couché dans le fossé à côté. סיפרו לי שהמטוס בער ופחדו לגשת אליו מחשש שיתפוצץ. סיפרו לי שהייתה חיילת אחת, קטנה ורזה, שרצה אל המטוס הבוער והצילה אותי, ונתנה לי את החיים במתנה. 12 יום הייתי ללא הכרה. כשפקחתי את העיניים ראיתי חיילת קטנה עם זר פרחים שעברה, הביטה בי, הניחה את הזר ונעלמה. לאחר התאוששות וההבראה חזרתי לטוס, גם משפחתי גדלה. 44 שנים חלפו מאז. בערב הזה ברצוני להודות לכולכם שבגבורתכם ובעוז רוחכם הצלתם נפשות רבות. בערב הזה אני גם רוצה להשיב זר פרחים לאותה חיילת. Il a raconté que quand il était à l'hôpital pendant 2 jours inanimé, quand il a ouvert les yeux, il a vu une soldate avec une gerbe de fleurs dans les bras, qui lui a déposé les fleurs et qui a disparu. Et il dit aujourd'hui, je veux lui rendre son bouquet de fleurs. Il invite donc Esther Arditi pour lui rendre le bouquet qu'elle lui a amené à l'hôpital. אסתר ארדיטי שהצילה את חיי. On peut voir où est-ce qu'elle a trouvé l'audace d'aller, quand l'avion va exploser, et de sortir ce pilote qui est beaucoup plus grand qu'elle, et lui sauver la vie. Comme il a dit, Yaakov Shalmon, après, ma famille a grandi, puisque Esther Arditi est donc venue toute seule en Israël. Après la Shoah, sa mère n'est pas revenue, son père est revenu brisé, et elle était donc la sœur adoptive après de Yaakov Shalmon. Alors, on commence l'ère maintenant, l'ère à réaction, avec un avion anglais, le Météor, Gloster Météor, qu'on n'a d'ailleurs pas acheté en Angleterre. Je rappelle que l'Angleterre n'aime pas beaucoup Israël, et Israël n'aime pas beaucoup l'Angleterre. On est sorti d'un mandat britannique. Aujourd'hui, on sait que cette guerre d'indépendance a été pour beaucoup déclenchée par les Anglais qui ont essayé de convaincre les Arabes d'attaquer Israël et de détruire Israël. Ils n'étaient pas tout à fait neutres dans leur prise de position au Moyen-Orient. Et ces météores, on les achète en France, donc ce sont des avions qui sont déjà un peu vieux, qui sont réhabilités et qui sont les avions de combat d'Israël, la première vague d'avions à réaction. Mais Israël décide de se doter d'avions à réaction modernes, puisque ça, ce sont encore quand même des modèles de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une grande avance technologique. Et surtout que maintenant, l'Égypte est armée par la Russie de MiG modernes avec lesquels les météores ne peuvent pas se mesurer. Alors, on cherche quel va être le prochain avion d'Israël, qui va remplacer le météore qui ne peut pas se mesurer au MiG.
Le meilleur avion, le seul dont on sait qu'il est capable de se mesurer au MiG, c'est le sabre américain. D'où le sait-on? On le sait de la guerre de Corée, puisqu'il y a la guerre en Corée, et là-bas, les MiG russes ont fait leur apparition, et ils ont abattu pratiquement tous les ennemis qui leur ont été posés. Les seuls avions qui ont réussi à se mesurer au MiG sont les F-86 sabres américains. On veut donc acheter des F-86 sabres américains qui refusent de nous les vendre. On se tourne vers le Canada, si vous avez la photo du Canada, mais le Canada les fabrique sous licence, a donc le besoin de l'aval des États-Unis qui ne le donnent pas, et donc le sabre, on ne peut pas l'acheter. Alors, on se tourne vers les Suédois qui ont le sabre, qui est un avion de combat moderne, mais de nouveau, ils refusent de le vendre à Israël. Vendre un avion à un État qui n'existera peut-être pas demain, ça va prendre un grand risque, et donc les Suédois refusent. Le Vampire anglais qui équipe l'Égypte avant le MiG, bien sûr, n'est pas vendu à Israël par l'Angleterre, qui n'est pas très amicale avec Israël. Donc, on a à se mesurer avec le Vampire anglais, mais le Météor n'est pas de taille, et on n'a pas de contrepartie, puisque le sabre nous est bloqué par les Américains, et le sabre nous est refusé par les Suédois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On entend qu'il y a un pays qui a des avions à réaction et qui a très envie de s'en débarrasser. Ce n'est pas le premier pays qu'on aurait choisi pour aller s'équiper, mais quand il n'y a personne d'autre, on va aller voir ce que disent les Français. Et on est au début donc de rapprochement entre Israël et la France. Et vous voyez à droite toute la panoplie des avions israéliens qui vont être achetés en France. Du haut vers le bas, vous avez l'Ouragan, ensuite le Mystère, après le Fouga Magistère, le Vautour, le Super Mystère et finalement le Mirage 3. Donc on commence avec l'Ouragan et le Mystère dans les années 50, on finira avec le Mirage dans les années 60. Mais pendant une vingtaine d'années, Israël va voler avec du matériel volant français. Mais ce n'est pas de tout repos. Il faut comprendre, pardon. Voilà. Le premier avion qu'Israël voudrait acheter, c'est le Mystère. D'ailleurs, les Français rêvent de s'en débarrasser parce que le Mystère, c'est un flop. C'est un avion que Dassault a développé, mais il a déjà sur plan le Mystère 4, qui va être le super Mystère. Et le premier Mystère, c'est en fait une ébauche avec beaucoup de problèmes techniques et autres. Donc, on envoie des Israéliens apprendre à piloter le Mystère, mais très vite, ils se rendent compte que le Mystère, ce n'est pas valable. Et alors, comme il y a le Super Mystère n'est pas encore en vente, la France leur propose acheter donc nos ouragans. L'ouragan, c'est un avion, c'est la première vague d'avions à réaction français après la Seconde Guerre mondiale. Lui aussi, ce n'est pas une grosse réussite technologique. Vous le voyez à droite. Quand Dassault l'a préparé, il a fait des plans même encore avant d'avoir une commande du gouvernement français, en se disant c'est pas grave, je vais leur vendre mon ouragan. Et puis après, une fois que le gouvernement sera en affaire avec moi, je leur vendrai le Mystère 4 et plus tard le Mirage qui est déjà aussi en ébauche, pas encore en projet mais en ébauche. Mais cet ouragan, c'est un avion qui a été prévu pour intercepter les bombardiers russes, puisque l'ennemi de référence de la France, c'est la Russie. Ils ont très peur d'une attaque atomique après Hiroshima que les Russes fassent la même chose à l'Europe, et donc il faut un intercepteur qui pourrait abattre les bombardiers russes. La réponse française, c'est l'ouragan, pas une très grande réussite, mais par rapport au Mystère, qui est une catastrophe volante, les Israéliens disent, on va quand même acheter des ouragans, et ils envoient des pilotes à Paris, vous les voyez là, ils sont en uniforme de l'armée de l'air française, avec des cartes d'identité françaises. La France ne veut pas faire de vagues qu'elle arme Israël, et donc les Israéliens s'entraînent sur l'ouragan à Paris. Bien sûr, il faut d'abord apprendre le français parce qu'ils ont découvert que les Français ne parlent pas tellement l'anglais. Je rappelle que toute notre force aérienne parle l'anglais puisqu'ils ont été formés par les Anglais, par la RAF, la Seconde Guerre mondiale, c'était les premiers. Et donc après, de façon suivie, dans l'armée de l'air israélienne, tout se passe en anglais. Là, il faut changer, il faut passer au français. Ce n'est pas seulement le changement de langue, c'est aussi un changement métrique. Ils parlaient en pieds, en miles, tout à coup, il faut parler en kilomètres et en mètres, c'est tout un changement à faire, mais ils le font et ils apprennent à piloter l'ouragan. Le Mystère 2, c'est ce fabuleux avion que la France a essayé de leur vendre parce qu'il est invendable, c'est une catastrophe ambulante. Et il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de construits, vous voyez, 150 exemplaires, ce n'est pas grand-chose. Mais Israël a très vite compris que cet avion n'était pas une solution, c'était plus un problème qu'une solution. Et on s'est donc rabattu sur l'ouragan qui servira dans l'armée de l'air israélienne jusqu'à la fin des années 60.
Voilà l'ouragan. Comme j'ai dit, il a été construit par Dassault pour pour intercepter les bombardiers atomiques russes. Et celui que vous voyez à gauche, c'est donc un ouragan aux couleurs d'Israël qu'on peut voir au musée de l'armée de l'air. Il y a un musée très intéressant à Hatzerim, l'école de l'air qui est à côté de Beersheva, et je vous enjoins à la visiter. Je suis guide, je vous le rappelle. Si vous voulez, on organisera une visite à Hatzerim parce que c'est un musée incroyable, puisqu'on a des avions de tous les types, de tous les modèles, de tous les pays, puisqu'on a tous les avions utilisés par Israël, plus tous les avions capturés à nos ennemis. Donc, on a une panoplie énorme d'avions en exposition à Hatzerim. Donc, voilà à gauche l'ouragan sur le tarmac de Hatzerim. Regardez à droite l'ouragan dans les hangars et vous voyez que les bidons d'essence sont au bout de l'aile en plus, parce qu'une fois que les Français avaient construit leur ouragan, j'expliquais que c'était un avion conçu à la va-vite pour avoir une réponse aux bombardiers russes, et quand Dassault a fini son bombardier, il se rend compte que le rayon d'action est très très limité, qu'il n'y a pas à où mettre de l'essence, et finalement il ajoute des réservoirs en bout d'aile, et ça devient l'emblème de l'ouragan, c'est ces réservoirs qui sont au bout des ailes et qui augmentent un peu la portée des avions, mais ce n'est pas des avions qui peuvent rester très longtemps en vol. Alors, si déjà on achète des ouragans, la France nous fourgue avec des Nord-Atlas. Le Nord-Atlas, c'est un avion de transport qu'Israël n'était pas du tout intéressé à acheter, puisqu'on a déjà des avions de transport, on a les Dakota. Alors, avoir beaucoup de sortes d'avions, il faut apprendre à piloter beaucoup de sortes d'avions, il faut les pièces de rechange de tous ces avions, il faut des mécaniciens qui sachent les entretenir. Et Israël, un petit peu, a cédé, ne voulait pas acheter ce Nord-Atlas, mais on a un petit peu cédé aux Français. Finalement, on ne pourra que se remercier d'avoir ces Nord-Atlas. D'ailleurs, on les a après copiés. On a fait une version rapetissée du Nord-Atlas qui s'appelle le Arava, qui est un Nord-Atlas miniature fabrication israélienne et qui se vend toujours encore parce qu'il peut atterrir sur une piste de 150 mètres de long. Donc, c'est l'avion idéal pour une mission de sauvetage dans la brousse. Si vous voulez sauver un blessé, ramener quelqu'un dans la brousse ou amener du ravitaillement, c'est malheureusement aussi l'avion aujourd'hui C'était, maintenant, les choses ont changé, c'était l'avion des cocktails, des cartels de drogue, puisqu'il peut se poser à peu près n'importe où. Aujourd'hui, comme vous savez, la drogue, elle passe par drone, ils n'ont plus besoin d'avion. Donc, ça, c'est le Nord-Atlas, on va en reparler tout à l'heure. Donc, on a maintenant deux avions français, l'avion de transport Nord-Atlas et l'Ouragan. Mais maintenant, il faut apprendre à les faire voler. Donc, on va en France, et là, j'ai expliqué qu'il faut d'abord apprendre le français. Alors, on utilise la méthode Assimil, ceux qui se rappellent, la méthode Assimil pour apprendre le français. Mais on se rend très vite compte que d'apprendre le français, ça ne suffit pas. Il faut apprendre à nos pilotes israéliens un petit peu le savoir-vivre à la française. Vous voyez à gauche, dresser une table à la française, regardez une table à la française. Vous avez trois fourchettes à gauche de votre assiette, deux couteaux, une cuillère à droite, et puis devant encore. Ça sert à quoi tous ces trucs-là? Et puis, il y a 3 verres devant vous. Alors, imaginez les pilotes israéliens qui arrivent à Paris à l'école de l'air, qui arrivent à l'école d'air, c'est Salon-de-Provence, à l'école de l'air, et on leur met devant eux 3 verres et 3 fourchettes. Alors, ils prennent bien sûr le verre où il y a de l'eau pour boire, parce qu'ils ont soif. Mais le verre d'eau en France, c'est le rince-doigt, ce n'est pas le verre pour boire. Il y a un verre pour boire, il y a un verre pour le vin, et le verre avec l'eau, c'est le rince-doigt. Donc, il faut leur apprendre qu'en France, ce n'est pas comme au kibbutz, c'est un petit peu différent. On a un rince-doigt, il faut leur apprendre. Alors, à gauche, à droite, c'est encore plus sympathique. Les Israéliens découvrent le bidet, une chose tout à fait, bien sûr, inconnue en Israël. Et Raphaël Ethan raconte dans ses mémoires qu'il était en France. Et ils étaient 2 officiers qui avaient une réunion à l'état-major français et ils étaient en retard. Mais donc, il fallait qu'ils quittent rapidement l'hôtel, mais ils avaient tous les deux un besoin à soulager. Mais ils se sont dit, bah, c'est pas grave, il y a deux cuvettes dans le WC, on va donc faire ça en parallèle pour gagner du temps. Donc, nos 2 officiers israéliens sont en parallèle dans les toilettes de l'hôtel et après ouvrent la chasse d'eau et le robinet du bidet et se rendent compte que tout part au plafond. Alors voilà, il fallait leur apprendre un petit peu à vivre à la française, comment on se conduit à table, qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes françaises. Et dans l'armée israélienne, on va commencer des cours de savoir-vivre dispensés aux pilotes qui vont partir en France pour qu'ils sachent un peu se conduire à table ou aux toilettes en France.
Alors, ce n'est pas seulement à table et aux toilettes. Regardez ce billet de banque. Ce billet de banque que vous avez connu, le billet de 50 shekels qui porte l'effigie de David Ben Gurion. Vous voyez David Ben Gurion qui est en col ouvert, comme il se promène, comme on se promenait en Israël dans les années 50, le col ouvert sans cravate. Et on a aussi une blague là-dessus, c'est qu'un jour, David Ben Gurion arrive à la Knesset et le chef du protocole qui lui dit « Monsieur le Premier ministre, vous pourriez mettre une cravate quand vous venez siéger en tant que Premier ministre, ça se fait de mettre une cravate. » Et à quoi Ben Gurion répond, mais non, j'ai la permission de Gaulle. Le chef du protocole dit, c'est quoi la permission de Gaulle? Et Ben Gurion lui répond, je suis allé comme ça en col ouvert à l'Élysée il y a 2 semaines, et puis Charles de Gaulle m'a reçu, il m'a dit, mon cher David, comme ça, vous pouvez vous promener chez vous, mais pas chez nous. Il dit, de Gaulle m'a donc donné l'autorisation, et chez moi, c'est comme ça que je me promène en col ouvert, mais vous voyez qu'il a appris, et à gauche, quand il est à l'Élysée avec le grand Charles, il porte la cravate. C'est donc pas dans les années 50, ça c'est déjà un petit peu après, parce que les années dont je parle maintenant de l'ouragan et du mystère, le Premier ministre, c'est Coty, et pas encore de Gaulle. Maintenant, les choses s'enveniment en 1955. En 1955, l'Égypte signe un pacte avec la Russie, mais la Russie ne veut pas ouvertement armer l'Égypte pour ne pas être suspectée d'envenimer la situation au Moyen-Orient, mais elle enjoint à la Tchécoslovaquie, qui est un pays satellite, d'armer l'Égypte. Donc, la Tchécoslovaquie vend à l'Égypte, vous voyez à droite le caddie des achats, 150 avions à réaction MiG-15, 50 bombardiers à longue portée Ilyushin 28, 70 transports Ilyushin 14, 230 tanks TRE-34, enfin, une armada, et Israël n'a pas d'avion qui puisse se mesurer, n'a pas plus de tanks qui puissent se mesurer avec toutes ces armées. Donc, Israël a besoin urgemment de rénover sa flotte aérienne, de se doter de tanks modernes, mais où va-t-on les chercher? Alors, on est déjà, pour parler avec la France, on a acheté les fameux ouragans, mais on voudrait bien les super mystères, mais ça, pour l'instant, ils ne sont pas proposés à Israël. Et la situation va encore évoluer quand, un an plus tard, Nasser ferme le canal de Suez, il nationalise le canal de Suez. Alors, c'est un grand coup aux Européens, les Français qui avaient creusé le canal et beaucoup étaient actionnaires du canal de Suez, les Anglais qui l'avaient volé aux Français quand ils avaient occupé, colonisé l'Égypte en 1882, et donc le canal creusé par Ferdinand de Lesseps et les Français est devenu anglais. En tout cas, c'est européen. Et maintenant, Gamal Abdel Nasser décide que ce canal est égyptien et c'est eux qui percevront les droits de passage. Et ça embête beaucoup les Français et les Anglais. Ça embête encore beaucoup plus Israël, puisque Nasser ferme aussi le détroit de Tiran et donc le golfe d'Elat à la navigation. Et donc Israël, qui achète tout son pétrole en Iran, par exemple, ne peut plus être approvisionné par le port d'Elat. Donc, la situation est catastrophique pour Israël. Le port d'Elat est fermé et donc on a une pénurie de pétrole et d'autres marchandises qui viennent d'Extrême-Orient ou d'Iran, à l'époque notre grand ami, et les Européens sont bloqués à cause du canal de Suez, qui est fermé par Nasser. Et regardez la carte, vous voyez que depuis l'Inde, il y a 11 000 km, 11 100 km en passant par le canal de Suez, mais si on doit continuer à l'Afrique, les 11 000 deviennent presque 20 000 km avec les vents et les tempêtes du sud de l'Afrique. Et donc, c'est un gros problème pour les Européens, le fait que le canal de Suez soit fermé. Les Français ont déjà de très bons contacts avec Israël, qui se sont encore raffermis parce que l'Égypte soutient le FLN et Israël, donc ennemi de l'Égypte, l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Et Israël donne aussi des renseignements à la France sur certains mouvements arabes. Et donc, ça resserre encore les liens entre Israël et la France. Mais le grand changement va être quand les Français et les Anglais décident de reprendre par la guerre le contrôle du canal de Suez. Ces deux pays sont des pays européens en pleine décolonisation. Ils ne peuvent pas décemment attaquer un pays du tiers-monde, l'Égypte en l'occurrence. Et donc, le coup tordu qu'ils vont inventer, c'est on va demander à Israël de provoquer une guerre avec l'Égypte, de déclencher une guerre avec l'Égypte. Ça, ce n'est pas Israël attaquer, mais Israël qui va déclencher la guerre.
Et alors, nous, on se portera au secours d'Israël et dans la foulée, on reprendra le contrôle du canal de Suez. Cette opération prend le nom d'opération Mousquetaire. Ça, c'est le nom de code chez les franco-anglais. C'est les Anglais qui ont décidé du nom, Mousquetaire. C'est ce qui s'appellera l'affaire de Suez et en hébreu, la guerre Mifza Kadesh, l'opération Kadesh, du nom de Kadesh Barnea dans le désert du Sinaï. Maintenant, pour mettre en place cette attaque conjointe franco-anglaise sur le canal de Suez, avec bien sûr comme couverture l'attaque d'Israël, il y a une rencontre secrète qui se tient à Sèvres entre les Israéliens et les Français. C'est dans une villa isolée à Sèvres. C'est une villa qui appartient à un ami du ministre de la Défense, Maurice Bourgès-Manoury. Là-bas, il y a aussi Guy Mollet, qui est président du Conseil, Christian Pinault, ministre des Affaires étrangères. Et pour les Israéliens, Shimon Peres, ministre de la Défense, Moshe Dayan, qui est chef d'état-major, et plus tard viendra aussi Ben Gurion se joindre à la rencontre. Les Anglais arrivent le lendemain. Les Anglais sont beaucoup plus réticents. Il s'avère que eux avaient un autre plan. Ils voulaient au début d'abord aussi détruire Israël par la même occasion. Je rappelle la grande amitié que les Anglais portent à Israël depuis leur défaite coloniale dans la région. Donc, les Français et les Israéliens qui sont déjà travaillent ensemble déjà depuis plusieurs années, depuis que les Français s'équipent en matériel français, eux commencent les entretiens et après se joignent les Britanniques. Et finalement, les Anglais ont un grand avantage, c'est qu'ils ont des bases militaires avancées, puisqu'ils ont des bases à Malte et à Chypre. Les Français, eux, ont encore l'Afrique du Nord. Ils ont encore des bases en Algérie et en Tunisie qui vont servir de base de départ. Bien sûr, il y aura aussi les porte-avions qui vont croiser en Méditerranée et qui seront des bases de départ. Et ce qu'Israël dit, OK, on est d'accord de déclencher la guerre, parce que nous aussi, on a des problèmes avec l'Égypte. On a, comme j'ai expliqué, ce blocus du port d'Elat, des détroit de Tiran. On a le problème des Fedayoun qui n'arrêtent pas de faire des incursions et de tuer des civils israéliens, ces Fedayoun qui sont entraînés, équipés et envoyés par les services secrets égyptiens. Donc Israël est aussi content d'en découdre avec l'Égypte, mais on dit aux Français, d'accord, mais on a besoin pour ça d'être armés. On a besoin de chars, on a besoin de canons sans recul, on a besoin d'avions, et ces accords avec la France vont permettre de réarmer l'armée israélienne avec du matériel moderne. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que c'est top secret. Alors, par exemple, on va recevoir des avions Dakota. Pourquoi? Parce que l'opération Mousquetaire qui a été mise au point par les Franco-Britanniques, dans son volet israélien, ce qui a été décidé, c'est que les Israéliens attaqueront l'Égypte par le Sinaï, mais on va faire une tête de pont, les parachutistes vont sécuriser une tête de pont près du canal de Suez, et pour ça, on va devoir parachuter un régiment de parachutistes. Or, on n'a pas assez d'avions pour parachuter 400 parachutistes, et donc la France va nous envoyer 16 Dakota. Maintenant, comme l'opération est top secret, il ne faut bien sûr pas que ça se sache, donc 4 des avions vont passer, vous voyez sur la carte en rouge, vont passer de la France vers la Tunisie et de la Tunisie vers Israël. 4 autres avions vont être peints des couleurs fantaisistes d'une compagnie civile inventée pour les besoins de la cause. Je rappelle que le Dakota est un transport qui sert aussi l'aviation civile. Et donc, ces avions de cette compagnie bidon vont aller en Israël en faisant une halte par l'Italie. Et encore 4 autres vont faire la même chose avec cette fameuse compagnie bidon, mais eux vont passer par la Grèce. Le Dakota a besoin d'une escale pour joindre de la France à Israël. Et il faut garder l'opération secrète, donc surtout pas qu'on voit 16 Dakota français prendre le chemin d'Israël, donc 4 par l'Afrique du Nord, 4 par l'Italie, 4 par la Grèce avec des cocardes bidons. Et c'est comme ça que la France fournit les Dakota qui vont servir au parachutage des parachutistes israéliens. En parallèle, quand ces Dakota arrivent, ils arrivent avec des techniciens, de l'entretien des avions, avec des pièces de rechange, avec beaucoup de soutien logistique pour Israël. Mais ce ne sont que les avions de transport. On a aussi besoin d'avions de combat à réaction, et ça, c'est maintenant le super mystère. Donc, le super mystère qu'on voulait acheter, on avait supplié, mais les Français ne voulaient pas le fournir. Maintenant, ils acceptent de nous fournir 18 super mystères. Maintenant, le problème, de nouveau, comment les acheminer en Israël?
sans éveiller la curiosité des autres pays, alors que le super mystère n'a pas le rayon d'action nécessaire pour atterrir en Israël. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer d'abord, la France va envoyer 6 super mystères en Israël. Donc, ils font un arrêt par Brindisi, en Italie. C'est la ligne rouge que vous voyez. Et après, ils continuent vers Israël. Maintenant, on a encore 12 autres à fournir. Et on se casse la tête, comment on envoie encore 12 autres sans mettre la puce à l'oreille aux Italiens. Et l'idée va être trouvée par un officier israélien qui va dire aux Italiens, ah, les Français, quels avions ils nous ont collés. Il arrive avec les 6 prochains mystères qui arrivent de Paris, mais ils arrivent par l'Est. Ils arrivent par l'Est comme s'ils venaient d'Israël. Et ils disent aux Italiens, vous comprenez, on a reçu des avions, mais ils sont en mauvais état. Il y a des pannes techniques. On les ramène en France pour être réparés. Et donc, les avions repartent en France, soi-disant. C'est des avions qui venaient de France et qui continuent sur Israël. Mais la semaine prochaine, quand arrivent encore 6 autres avions super mystères, ils portent les mêmes numéros sur les fuselages, les numéros de queue de l'avion, les mêmes immatriculations que les 6 d'avant. Et donc, les Italiens sont convaincus que c'est des avions que les Israéliens avaient envoyés en France pour être réparés qui reviennent. Donc, les Italiens savent que les Israéliens disposent de 6 super mystères qui ont été envoyés par la France, renvoyés en France pour réparation et renvoyés en Israël, alors qu'en fait, c'est 3 vagues de 6, il y a déjà 18 super mystères qui sont en Israël, plus bien sûr les renforts qui arriveront de l'aéronavale française avec les porte-avions et français et anglais qui vont venir plus tard. Et quand la guerre doit être engagée, la date fatidique, c'est le parachutage des parachutistes sur le col de Mitley est prévu pour le 29 octobre 1956. Le renseignement militaire reçoit une information incroyable un jour avant, le 28 octobre, que le ministre de la guerre égyptien et tout son aréopage sont partis en Syrie pour coordonner leurs états-majors et qu'ils vont prendre l'avion pour rentrer en Égypte dans la nuit du 28 au 29, donc la nuit qui précède l'opération Mousquetaire, la guerre du Sinaï, ou la campagne du Sinaï, ou la campagne de Kadesh, tous les noms sont valables. Et c'est-à-dire que ça, c'est une information incroyable, et donc top secrète, on annonce au pilote Yoash Chattosidon, qui sera plus tard parlementaire, on dit voilà, il va y avoir un Ilyushin, un avion de transport russe qui va transporter tout l'état-major de Syrie, égyptien de Syrie au Caire, tu le prends en chasse et tu l'abats. Et Chattosidon va dire, moi j'ai un rayon d'action assez limité, faites-moi savoir quand il quitte Damas et je l'attendrai au-dessus de la mer. Donc, l'avion, l'Ilyushin part de Damas, le renseignement était absolument exact, on sait exactement à quelle heure il part, il quitte Damas, Yoash Sidon fait ses calculs et part à sa rencontre quelque part au-dessus de la Méditerranée, puisque bien sûr, l'Ilyushin fait une grande boucle pour éviter Israël. Et bon, les radars terrestres, les radars du Carmel détectent l'Ilyushin, guident Yoash Sidon vers cet Ilyushin. Mais on est à l'époque. À l'époque, il n'y a pas encore de combat de nuit dans l'armée de l'air. On n'a pas de radar de nuit. On n'a pas de viseur de nuit. Tout se passe avec la vision des pilotes. C'est très dur de se battre la nuit. Et Dan Tucholsky, le commandant-chef de l'armée de l'air, lui, surtout ne pas abattre un avion de ligne. Ce serait une catastrophe internationale. Donc, il dit à Yoash Sidon, tu n'ouvres le feu qu'après avoir formellement identifié le Ilyushin. Donc, Yoash Sidon arrive, trouve l'Ilyushin. Le contrôle aérien lui a donné plus ou moins la position. Avec son radar intérieur, il a réussi à le trouver. Et jusqu'au moment où, quand il est à 100 mètres derrière, il voit les pots d'échappement, les rougeurs des pots d'échappement de l'avion à hélice de l'Ilyushin 14. Maintenant, il essaye de voir si c'est vraiment un Ilyushin. Il faut donc qu'il vole à côté. Il vole aile contre aile pour pouvoir regarder est-ce que c'est vraiment l'Ilyushin, pour reconnaître sa silhouette. Il va dire qu'il voit dans les fenêtres qui sont éclairées des gens qui marchent dans l'allée centrale de l'avion, ils sont en uniforme. La silhouette correspond à l'Ilyushin, le nez de l'avion, l'empennage de l'avion. Et donc, il donne à la base le OK, c'est effectivement l'Ilyushin que je cherchais. Et il reçoit donc l'ordre de l'abattre. Il raconte, c'est catastrophique parce que lui est un avion en réaction beaucoup trop rapide. Déjà, pour pouvoir suivre l'Ilyushin et voir les gens à côté, il a dû voler à la limite de sa perte de vitesse. C'est que les avions
une vitesse limite en dessous de laquelle l'avion décroche et s'écrase. Et lui, il est entièrement en perte de vitesse pour voler à la vitesse d'un avion à hélice. Mais il explique que pour le faire, une des méthodes de freiner un avion à réaction, c'est de voler avec le nez vers le haut, comme à l'atterrissage, quand l'avion remonte le nez pour avoir plus de freinage à la limite du décrochage. Le problème, c'est que quand il suit les Yushin en étant amenant le nez en l'air, ses canons tirent vers le haut et pas vers l'île Yushin qui est devant lui. Donc il faut qu'il fasse un passage sous l'île Yushin, il fait un passage sous l'île Yushin et il tire du bas vers le haut vers l'île Yushin. Mais alors il raconte qu'il a deux grands problèmes. Le premier, c'est qu'ils lui ont mis des balles traçantes dans le chargeur, et alors que les balles traçantes l'éblouissent complètement, il ne voit plus rien. Et surtout, il a un de ses canons qui s'enraye, et à cause du recul, comme il y a deux canons sur les deux ailes, ça équilibre, le recul des canons s'équilibre. Mais quand il n'a plus de canon sous l'aile droite, alors le recul de l'aile gauche fait tourner l'avion et l'avion commence à pivoter. Alors il perd le contrôle de l'appareil, il tombe parce qu'il est en perte de vitesse, il récupère son appareil et il voit que l'Ilyushin a un moteur en feu, mais il continue à voler. La grande chance qu'il a eue, c'est que le moteur en feu, c'était le moteur gauche, et c'est là que l'Ilyushin a son générateur électrique, et donc il n'y a plus d'électricité dans l'Ilyushin, et ce qui fait que le pilote n'a plus de contact radio, il ne peut pas annoncer à la tour de contrôle égyptienne qu'il est en train d'être attaqué par un avion israélien, ou un avion inconnu en tout cas à ce moment-là. Alors Yoash Stone fait un deuxième passage, il revient par en dessous, mais il commence à tirer vers la droite en pensant si mon avion pivote, alors j'aurai une chance de toucher l'Ilyushin. Et il raconte qu'effectivement, l'avion a commencé à tirer, l'avion a commencé à complètement à pivoter, il a perdu le contrôle, il est parti en vrille du côté gauche. L'Ilyushin qui était touché est parti en vrille de l'autre côté. Seulement, l'Ilyushin s'est désintégré, est tombé dans la mer, et lui, au ras des vagues, il a réussi à reprendre le contrôle et à revenir vers Israël. À ce moment-là, il se rend compte qu'il a un autre problème, c'est qu'il n'a plus d'essence. Et il va rentrer effectivement sur les dernières gouttes de carburant, comme il dit, c'est plus des gouttes de carburant, je suis rentré sur les vapeurs d'essence de mes réservoirs, et quand il arrive et qu'il touche la piste en Israël, ses moteurs s'éteignent, mais la mission est accomplie. L'Égypte a perdu son état-major. Maintenant, le grand problème a été que le chef d'état-major, le maréchal Amer, n'est pas dans l'avion. Donc le général en chef est encore vivant, mais tout son état-major a disparu en mer, parce que les Égyptiens ne sauront jamais ce qui s'est passé où leur avion a disparu. Ce n'est que 30 ans plus tard, parce que cette opération sera top secrète en Israël, opération Tarnegol, opération Coq, et ce n'est que 30 ans plus tard, quand Israël ouvrira ses archives et permettra de connaître cette attaque, que les Égyptiens comprendront ce qui est arrivé avec leur avion, parce que pour eux, il a disparu en mer, ils n'ont jamais eu aucun contact, n'ont jamais su ce qui s'était passé, mais c'est incroyable d'engager une guerre quand tout l'état-major ennemi a disparu. C'est un avantage stratégique énorme grâce à une attaque aérienne, l'attaque de Yoash Tzidon contre le météore et contre l'Ilyushin. Et Yoash Tzidon raconte que quand il est parti, il ne pensait pas revenir, mais l'importance de la mission justifiait tout. Là, vous voyez, c'est juste une photo illustrative de ce que je viens de parler. À droite, on voit les balles traçantes qui éclairent le ciel et qui éblouissent Yoash Tzidon. Et à gauche, vous voyez un bombardier américain accompagné par un F-15. Et pour que le F-15 puisse voler assez lentement pour accompagner le bombardier, il est obligé d'être avec le nez en l'air. Alors aujourd'hui, ce n'est pas grave parce que les avions tirent des missiles, mais quand ils tiraient avec des canons qui allaient dans la direction de l'avion, si l'avion va vers le ciel et qu'il est derrière un autre, il ne touchera pas sa cible. Donc il fallait que Yoash Tzidon vienne par le bas pour toucher ce Ilyushin. Donc c'était assez compliqué ce combat de nuit entre un avion à réaction et un avion à hélice. Là, c'est un extrait de film où Yoash Tzidon raconte par lui-même son histoire, mais on est un peu en retard, donc je vais sauter cette histoire. Vous la chercherez sur YouTube, ceux qui comprennent l'hébreu. Pardon. Et on arrive à l'opération Mousquetaire. Donc Israël va attaquer dans le Sinaï sur 3 axes, mais ce qui est important pour nous, c'est d'abord le parachutage des parachutistes au col du Mitlé. Voilà, je mets la carte, vous voyez, je vous montre la carte, voilà, là où je mets la souris, c'est qu'elle va voir la souris au centre du Sinaï. Il y a un col, le col du Mitlé, la passe du Mitlé. C'est cette passe que les Israéliens veulent contrôler. C'est cette passe qui permettrait, ce passage qui permettrait aux Égyptiens d'amener des renforts dans le Sinaï pour bloquer l'avancée israélienne. C'est ce passage qu'il faut contrôler pour pouvoir aller vers le canal de Suez. Donc les parachutistes vont sauter sur le col du Mitlé, mais
un grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de forces égyptiennes dans le Sinaï. Et donc, une fois que les parachutistes vont être largués de jour, ils vont être vus par les Égyptiens, l'alerte va être donnée et ils seront massacrés parce que pendant 72 heures, les parachutistes, les 400 parachutistes seront seuls dans le Sinaï, à des centaines de kilomètres de leur base, alors que les Égyptiens ont des bases aériennes, ont des bases de chars dans le Sinaï, et l'armée de l'air, le haut commandement israélien, n'a pas permis à l'armée de l'air d'attaquer les bases aériennes égyptiennes. L'armée de l'air israélienne a demandé si déjà on va dans le Sinaï, on va détruire les avions égyptiens sur leur base. Et la réponse est non, ça, ce n'est pas notre rôle. Ça, c'est le rôle des Franco-Britanniques. Nous, on fait juste une percée par terre. Et donc, les parachutistes devront se débrouiller tout seuls pendant 72 heures. Donc, il est critique que les Égyptiens ne puissent pas donner l'alerte, ne puissent pas donner l'alerte aux bases arrières, aux bases aériennes, au haut commandement. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est couper les lignes de téléphone. Donc, il y a des lignes de téléphone dans le Sinaï qui vont depuis les bases avancées jusqu'aux bases en arrière et vers le Caire. Il faut à tout prix couper ces lignes de téléphone. Alors, nos pilotes s'entraînent. Vous avez ici les Mustangs qui vont avoir cette mission de couper les lignes de téléphone. Ils s'entraînent quelques jours avant. Et comment ils vont faire? J'ai ajouté un trait derrière, vous voyez, ça, sous la queue de l'hélicoptère, pardon, de l'avion du Mustang, j'ai ajouté un trait. En fait, ils traînent des courroies, pas des courroies, des câbles derrière l'avion. Et ce câble est censé s'enrouler autour du fil téléphonique et de l'arracher. Ils se sont entraînés à ça en Israël, ça fonctionne. L'avion vole assez bas, le câble s'enroule autour des fils et arrache les câbles téléphoniques. Manque de peau, quand ils arrivent dans le désert, mais ils se rendent compte que les câbles se sont détachés en vol. Ils ont volé un très long vol à travers le Sinaï. Les câbles n'ont pas tenu le coup et ils arrivent sans les câbles. Maintenant, ils comprennent l'importance de leur mission. S'ils ne coupent pas ces câbles téléphoniques, ces 400 parachutistes qui vont être massacrés par les Égyptiens. Il faut à tout prix empêcher l'alerte d'être donnée. Alors, comment ils vont le faire? Les deux premiers avions qui s'engagent vont tout simplement couper les lignes téléphoniques avec l'hélice. Donc, comprenez de nouveau, il faut être cinglé, et des fois, ça paye, c'est payant, parce que foncer avec un avion, d'abord, la ligne téléphonique est à 4 mètres du sol, donc la moindre erreur s'écrase directement dans les sables du Sinaï, les rochers du Sinaï, les cailloux du Sinaï, et la moindre erreur de pilotage peut être fatale, mais en plus, est-ce que l'hélice va tenir le coup? Alors, le premier qui s'engage raconte qu'il est tout de suite aveuglé parce que l'hélice a entièrement cisaillé les câbles téléphoniques qui s'enroulent autour de l'hélice. Il ne voit plus rien, tout tourne noir autour devant son hublot. Mais heureusement, avec l'hélice qui continue à tourner, elle ne s'est pas bloquée. Elle déchiquette les câbles téléphoniques et finalement, il reprend le contrôle le contrôle de sa vision et il peut continuer. Son second fait la même chose parce que le but était de couper chaque ligne en 2 endroits pour être sûr qu'elle est coupée. Donc, le second fait la même chose. Il arrive et avec son hélice, il coupe les câbles téléphoniques. Un autre couple d'avions qui arrive sur une autre ligne téléphonique ont eux aussi perdu leur câble, mais eux hésitent un petit peu à cisailler avec l'hélice. L'hélice, c'est quand même le moteur. Qu'est-ce qu'on va faire si on s'abat dans le Sinaï loin de tout? Et eux utilisent une autre technique. Ils vont attaquer sur l'aile et cisailler les câbles avec l'aile de l'avion. Ça va marcher. Dans les deux cas, les câbles de téléphone seront cisaillés ou par l'hélice ou par l'aile. Ce n'est peut-être pas les moyens les plus conventionnels de détruire une ligne téléphonique, mais ça montre de nouveau le dévouement de ces pilotes qui ont compris que de leur mission dépend le succès de toute cette guerre de Kadesh. À l'époque, eux ne savent pas qu'il va y avoir une guerre avec les Français, les Anglais. Eux, ils savent qu'il y a une opération israélienne dans le Sinaï, c'est tout ce qu'on leur a dit. Et s'ils ne remplissent pas leur rôle, ce sont leurs amis, les parachutistes, qui vont être massacrés. Donc, ils ont, avec un dévouement exemplaire, ils ont tout fait pour couper les lignes téléphoniques. Alors, le parachutage se fait aux dernières lueurs du jour. Les ouragans avaient donné la première couverture aérienne au Dakota. Après, je vais expliquer que les ouragans ne tiennent pas l'air très longtemps. Après 1 heure, ils ont été remplacés par les super mystères parce qu'il y a toujours ce risque que les avions égyptiens patrouillent le Sinaï et viennent faire un sort au Dakota qui ne sont pas armés, qui sont des transports. Mais l'opération se passe bien et les 400 parachutistes arrivent à sauter en parachute. Pas tous arrivent entiers, il y a des jambes cassées à l'arrivée, mais en gros, le parachutage fonctionne et le commandant du régiment, Raphaël Ethan, Rafoul, que vous connaissez, ce sera plus tard
le chef, le général en chef de Tzahal et plus tard un parlementaire. Et les parachutistes se creusent des abris individuels dans le Sinaï, puisque Rapoul leur explique, demain on va être attaqué par l'aviation égyptienne. Ceux qui ne sont pas bien enterrés et protégés risquent leur vie. Donc creusez dans les cailloux du Sinaï et faites-vous des tranchées individuelles pour vous protéger de l'attaque demain matin. Demain matin, ils ne seront pas attaqués. L'armée de l'air israélienne, française réussira à contenir les avions égyptiens. Par contre, ils seront ravitaillés par les Nord Atlas français. À droite, il y a Nord Atlas qui parachute, mais ce n'est pas seulement des parachutages de munitions et d'eau. Le grand problème, c'est l'eau. Il faut leur parachuter des grandes quantités d'eau. Ce qu'on leur parachute, c'est même des jeeps avec canons sans recul. Le Nord Atlas peut les transporter. Il a derrière une grande porte qui s'ouvre avec une rampe et il peut parachuter des jeeps. Et ça va être un appui non négligeable pour les parachutistes d'avoir des jeeps avec canons qui vont leur permettre d'engager le combat avec les Égyptiens. De nouveau, si on parle de l'armée de l'air, il faut parler aussi des aviateurs et des aviatrices. Donc, un de ces Dakota était piloté par une femme, Yael Rom. Yael Rom, dont la marque de reconnaissance était qu'elle était toujours en sandales. Et le matin du 29 octobre, quand le commandant de l'armée de l'air fait le briefing à ses pilotes et leur donne la mission de ce soir, le parachutage Dakota qui vont parachuter sur le Mitley et les avions de combat qui vont protéger le parachutage, il ne sait pas encore si Yael Rom pourra voler avec, puisque les lois internes de l'armée israélienne interdisent aux femmes de voler en dehors des frontières d'Israël. Mais pendant le briefing, il reçoit un message du général en chef que c'est OK, Yael Rom peut prendre sa place dans l'escadrille. Je rappelle que quand on a parlé dans la première partie de l'armée de l'air, on a parlé de Zohara Levitov, qui était pilote du Palmar et qui s'est tué dans un accident d'avion à Jérusalem, Emek Amatzleva. Yael Rom, elle a fait un service sans accroc. Et après, finalement, elle sera. Moi, je l'ai connue quand j'ai étudié au Technion à Haïfa. Elle était responsable des étudiants qui venaient de l'étranger. Donc, c'était elle qui s'occupait de mon dossier quand je suis arrivé au Technion. Yael Rom, qui a aujourd'hui sa rue à Haïfa, Tayeset Arishona Bechel Avir, première femme pilote de l'armée de l'air israélienne, puisque Zohara était pilote du Palmar, il n'y avait pas encore l'armée de l'air. Itznicha Gdud Sanchanim à Mitley a parachuté un régiment de parachutistes au Mitley. Donc voilà son histoire dans sa rue à Haïfa, Yael Rom. À l'époque, elle n'était pas encore mariée. Yael Finkelstein se mariera avec Yosef Rom, qui sera parlementaire, membre de la Knesset. Il y a à l'époque une autre femme pilote, il y a 3 femmes pilotes à cette époque-là. Rina Levinson. Rina Levinson, lui, elle pilote un Stearman, vous voyez l'avion, c'est un biplan, et elle est la chauffeur de taxi du colonel, alors je n'ai pas trouvé dans un site français comment on prononce son nom. Frédigé, je n'ai pas compris son nom, c'est le colonel de l'armée de l'air française qui gère les forces aéroportées françaises, et donc il est dans le cadre de Tzahal, il est responsable des Nord Atlas, des Dakota que la France a fourni, des super mystères, etc., des équipes de maintenance au sol. Et quand il veut visiter ses troupes, il a un chauffeur de taxi privé, c'est Rina Levinson, qui est aussi, elle a fait partie de la même promo que Yael Finkelstein. Et elle aura une grande chance, c'est un grand privilège d'avoir été le chauffeur taxi du colonel français, parce que quand après il sera général en chef de l'armée de l'air française, il l'invitera en France à l'école de l'air, faire un stage sur Fouga Magistère, donc avion en réaction, sur hélicoptère. Enfin, elle aura droit à tester tous les matériels français en reconnaissance du colonel Frédigé. Après la guerre de 56, après l'opération de Suez, Israël voudra acheter un avion encore plus costaud, le Vautour. Au début, la France refuse de le vendre parce que c'est un avion stratégique. Il a une trop longue portée et une trop grande capacité d'armement. Finalement, en 1957, la France fournira des Vautours à Israël qui sont très importants à la guerre des 6 jours. Pour vous rappeler qu'à la début de la guerre des 6 jours, on a neutralisé les armées de l'air ennemies en détruisant au sol les aviations égyptiennes, jordaniennes, syriennes et même irakiennes. Le Vautour, lui, peut arriver vers l'Irak. Le Vautour peut arriver vers les aéroports en Haute-Égypte. Il a un rayon d'action beaucoup plus long que les autres. Donc, il a eu son heure de gloire à la guerre des 6 jours.
Et bien sûr, le bijou de l'armée de l'air française qui arrivera en Israël, ce sera le Mirage 3, qui va être la grande vedette de la guerre des 6 jours et qui sera Israël, en fait, depuis les ouragans, depuis l'utilisation des ouragans par Israël, Israël est la vitrine de vente des industries d'assaut et d'aviation, puisque dans le monde, on suit de près ce que fait Israël des avions français, et grâce aux prestations, grâce aux réussites de l'armée de l'air d'Israël dans la guerre des 6 jours, la France va réussir à vendre 1400 Mirage 3. Ce n'est pas négligeable. Et c'est surtout grâce au prestige de cet avion, quand on a vu les réussites des pilotes israéliens qui ont battu les MiG égyptiens, syriens en combat singulier. Et donc, c'est très important pour deux raisons. D'abord, parce que ça va permettre à la France de vendre beaucoup d'avions. Ça, c'est important pour les finances de Dassault et de la France. Mais c'est encore plus important pour la France parce qu'en fait, ce Mirage 3 a été développé par Dassault pour l'armée de l'air française dans un seul objectif, intercepter les bombardiers russes qui risquaient de lâcher une bombe atomique sur Paris. Et la grande question était, est-ce que le Mirage 3 est de taille à se mesurer aux intercepteurs russes, aux MiG de différents modèles, et aux Tupolev et aux Ilyushin. Et la preuve, on était dans la guerre de 6 jours, le Mirage est un adversaire de choix qui peut se mesurer avec les avions russes. Donc la France était contente. Elle a développé un avion qui remplit son cahier de commande, qui peut protéger la France. J'ai pas parlé, dans tout ce que j'ai parlé, je n'ai pas parlé des hélicoptères. Il y a aussi un chapitre très important du le super frelon que vous voyez devant. En Israël, on appelle le super perlon, mais c'est un super frelon français. Il y aura aussi des alouettes dans la guerre contre les Fedayoun, mais c'est un autre volet dont je n'ai plus le temps d'en parler maintenant. Et je finis par cette image des fougas magistères de la patrouille aérobatique israélienne avec l'hymne de l'armée de l'air israélienne. Bien, j'arrête là et on verra. La prochaine conférence, on parlera de Pessah. On parlera de Pessah, on parlera du Yom Ha'atzmaut dans les semaines qui viennent, des fêtes qui viennent. S'il y a une demande, alors peut-être qu'on continuera. Si cette conférence vous a intéressé, alors on continuera peut-être l'histoire de l'armée de l'air à l'ère des missiles, des drones. Et aujourd'hui, bien sûr, les avions sont très importants, mais on est dans une autre technologie de satellites, de drones. Et on avait bien sûr même un astronaute, Ilan Ramon. L'armée de l'air est devenue une armée spatiale. Alors voilà, ceux qui veulent ouvrir des micros, poser des questions, vous êtes invités à le faire. Tu as permis de... Attends, je vais permettre d'ouvrir le micro. Voilà, maintenant vous pouvez ouvrir des micros, ceux qui veulent ouvrir des micros. Oui, si on peut poser une question. Merci Ariel Carciente. Oui. Et à propos de l'embargo qu'il y a eu en 67, on dit que les Mirages ensuite ont été démontés, qui ont été remontés. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec de combien d'avions il s'agissait? Oui, ça c'est une autre histoire. Moi, je me suis arrêté après l'opération de Kadesh. J'ai juste mentionné qu'après, il y aura l'ère du Mirage, mais effectivement, après l'embargo de Gaulle, on a fabriqué le Mirage de fabrication israélienne parce que d'abord, la France a essayé de contourner l'embargo en fournissant que des pièces détachées. Et finalement, donc on a pu, à base de pièces détachées, entretenir nos avions et même en fabriquer quelques-uns. Mais après, on a carrément réussi à obtenir les plans du Mirage. On a fabriqué un Mirage israélien, le Necher et après le Kfir, qui a été une grande réussite dans les ventes israéliennes. On a vendu des Kfirim dans pas mal de pays. D'ailleurs, ceux qui ont fait attention, ceux qui connaissent, le Mirage que je vous ai montré dans la photo, c'est un Mirage qui est aussi à Hatzerim, à l'école de l'air, pardon, à l'école de l'air, mais dans le musée de l'armée de l'air. Il est peint aux couleurs de l'Argentine. Parce qu'on n'avait plus de Mirage. À l'époque où on a ouvert ce musée, on n'avait plus de Mirage. On avait vendu nos Mirages qui nous restaient à l'Argentine. L'Argentine les avait utilisés dans la guerre des Falklands ou des Malvines, ça dépend selon qui. Et d'ailleurs, ils avaient donné pas mal ils avaient fait pas mal de problèmes aux Anglais. Et les Argentins ont accepté de nous rendre un Mirage pour le musée.
à condition qu'on le laisse peint aux couleurs argentines. Donc, on a vu en couleur argentine sur le musée de l'armée de l'air. On a mis la cocarde israélienne, le Magen David, mais les couleurs sont les couleurs de l'armée de l'air. Fuego Aero de Argentina. Merci. Ariel, je me permets une petite remarque parce que, étant de père bulgare, Sophia. Oui, c'est en Bulgarie. Non, je ne sais plus, mais autant je me rappelle, avant la guerre, c'était. Parce que les frontières ont tellement bougé que je ne me rappelais plus, alors je n'étais pas sûr, mais OK. La capitale, oui. Et donc, merci pour la correction. Ils étaient occupés par les Russes, je pense, déjà, la Bulgarie. Ben oui, sûrement. Non, quand je parlais d'Esther Arditi, c'était dans la Shoah. La Shoah, elles étaient occupées par les Allemands et elle s'est enfuie vers l'Italie. C'est une autre histoire. Ça, c'est à l'occasion, on peut faire une conférence entière sur Esther Arditi. C'est une histoire, c'est un conte de 1001 nuits. Elle était toute seule à 8 ans dans les forêts avec les partisans. Wow. C'est une saga en soi. OK. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Pierre Arditi, tout ça. Et avant Pessah, Abraham Nachmias m'a demandé de parler de Pessah. Alors, j'espère vous revoir. Une partie d'entre vous, on se reverra au Shabbat de Midrashet Manitou, Bezrat Hashem à Ariel, pour préparer Pessah, Shabbat Agadol. On aura l'occasion de parler de Pessah. Très bien. Alors, bonsoir à tous. Au revoir. Merci. Super, merci. Toujours aussi passionnant. Vraiment super. Ouais. Shabbat Shalom. Shavua Tov. Shavua Tov. Merci également. Allô.